Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver comme à chaque fois pour cette édition du 13h à la une de l'actualité de ce dernier jour de l'année 2021. Vers une refonte du système judiciaire en Tunisie, annonce faite par le président tunisien Kais Saïed qui, sur la condamnation de Merzougi, dit n'avoir été au courant de l'affaire. Économie, le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a signé hier la loi de finances 2022. Le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a quant à lui appelé à une lecture approfondie du rapport de la Banque mondiale. Covid-19, situation inquiétante dans le monde. L'Europe frappée de plein fouet par des contaminations records. Un nouveau tour de vis au Québec à quelques heures du Nouvel An. Et puis, entretien téléphonique de 50 minutes entre Vladimir Poutine et Joe Biden. Le dossier ukrainien au cœur des discussions. Vers une refonte du système judiciaire en Tunisie, annonce faite par le président tunisien Kais Saïed lors du Conseil des ministres hier. Kais Saïed qui n'a pas hésité à fustiger les privilèges dont bénéficient les magistrats. Souhila Kilal. Le président tunisien Kais Saïed a annoncé une révision du système judiciaire. Cette révision concernera notamment les droits accordés aux membres du Conseil supérieur de la magistrature. Kais Saïed a dénoncé ouvertement certains privilèges dont bénéficient les magistrats, tels la prime de 2364 dinars et les 400 litres d'hydrocarbures mensuels. المجلس الأعلى للقضاء وبالنسبة إلى الحقوق المخولة للقضاة إلى آخر ذلك من الجوانب المتصلة بهذا القانون الذي وضع من بعض الأشخاص المتواطئين مع عدد من الأطراف الأخرى قضاء مستقل خير من 1000 دستور. Kais Saïed a également haussé le ton contre les dépassements constatés dans certaines juridictions à cause des agissements de certains greffiers qui refusent de coopérer avec les juges, allant même parfois jusqu'à refuser de fournir certains dossiers sous prétexte d'être indépendants. وأنا مصر على ضرورة إقرارها هي مسألة رئاسة التنظيم الإداري داخل المحاكم. الكاتب في المحكمة أن يكونوا تحت رئاسة المحكمة التي يعملون بها. Le Conseil des ministres a approuvé un décret présidentiel amendant et complétant le décret gouvernemental portant organisation des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire et fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels spécifiques les concernant. Et le président tunisien Kais Saïed a abordé lors de son discours prononcé ce jeudi sur la condamnation de l'ancien président Monsef Merzougi. Je vous propose de l'écouter. وهذه القضية المتعلقة بالرئيس الذي حكم عليه لم أتابعها ولم أقم بقضية ولن أتابعها لأنها لا تعني لي أي شيء ولم أعلم إلا من خلال الصحف. كان يعتقد أنني أفكر كما يفكر ولكن لسنا مرة أخرى لا من نفس العالم ولا من نفس الكوكب. Retour en Algérie, le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune a signé ce jeudi la loi de finances pour l'année 2022 qui a été adoptée en novembre dernier par les deux chambres du Parlement. Plus de détails avec Mohamed Wali Benchaban. La signature de la nouvelle loi des finances 2022 par le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune prévoit plusieurs mesures fiscales et législatives visant l'encouragement de l'investissement des opérateurs économiques locaux et étrangers en Algérie. C'est une loi de finances qui a apporté plusieurs dispositions importantes par rapport aux investisseurs, par rapport aux citoyens, par rapport au niveau de vie, par rapport... Donc il y a plusieurs dispositions.
Les réformes fiscales incluses dans le texte de la nouvelle loi des finances visent notamment le renforcement de la justice fiscale à travers une répartition équitable de la charge fiscale entre les agents économiques, les individus et les ménages. Dispositions qui concernent principalement des dispositions sur l'impôt sur le revenu global, sur le revenu des citoyens, sur le bénéfice des sociétés, donc sur la taxe sur l'activité professionnelle. Donc, il y a plusieurs autres dispositions importantes. Donc, je crois que cette loi de finances a apporté, par rapport aux autres lois de finances, plusieurs dispositions. Les axes du plan d'action du gouvernement se sont concrétisés dans la loi des finances qui a consacré la préservation des acquis sociaux de l'État, notamment à travers la rationalisation de l'appui destiné exclusivement aux catégories vulnérables, la création de l'allocation chômage et la régularisation de la situation de bénéficiaires du dispositif d'insertion. Cette même loi des finances table sur des exportations en hydrocarbures à 27,9 milliards de dollars et des importations à 31,8 milliards de dollars. Et en parlant d'économie, le Premier ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a estimé jeudi que le rapport de la Banque mondiale sur l'Algérie contrastait avec de récents rapports élaborés par cette même institution et d'autres institutions internationales, assurant que l'économie algérienne réalisait une croissance et des indicateurs positifs. Le Premier ministre qui a estimé que certains médias ont exagéré dans l'analyse de la teneur du rapport présenté comme un document uniquement négatif. Même si on n'est pas d'accord sur certaines données, ce rapport regorge d'indicateurs positifs, a-t-il ajouté. Direction la Libye, après un doute de courte durée sur le maintien ou pas du président intérimaire Abdelhamid Dbeibah au pouvoir en Libye, le suspense est levé. Le conseil du gouvernement qui vient de présider marque son retour officiellement, lui qui avait quitté son poste pour briguer les présidentielles retardées. Leïla Gertal. Le Premier ministre intérimaire Abdelhamid Dbeibah vient en effet de présider un conseil du gouvernement marquant son retour officiel à son poste, après avoir pris congé de ses fonctions pour briguer la présidentielle avortée. Pour marquer son retour et envoyer un message fort à ses détracteurs, le Premier ministre Dbeibah a entamé son conseil des ministres par des critiques, une sorte de mise au point sur les présidentielles qui n'ont pas pu avoir lieu. La situation politique critique a-t-il commencé par rappeler, allusion faite à l'impossibilité de tenir ces élections pour la Libye. Le Premier ministre, très critiqué, a défendu son bilan. Nous avons œuvré pour rétablir la sécurité et soutenir la stabilité, dira-t-il, tout en exhortant ses ministres à se préparer, je cite, pour une relance économique forte en 2022. Abdelhamid Dbeibah semble ignorer les voix contestant son maintien à la tête du gouvernement et semble davantage déterminé à poursuivre son travail au sein du gouvernement. Ce gouvernement de transition basé à Tripoli se retrouve très fragilisé puisque théoriquement, son mandat devait prendre fin le 24 décembre, date des élections reportées. Depuis, le Parlement de Tobruk, basé à l'ouest, examine la possibilité d'un remaniement gouvernemental, donc d'un éventuel départ de Dbeibah et de ses ministres, lui qui s'était engagé à ne pas briguer la présidentielle lors de sa désignation à l'intérim du gouvernement. La contestation ne touche pas seulement la personne du Premier ministre, mais atteint également son exécutif impliqué dans des démêlés avec la justice. 2 de ces ministres, en l'occurrence celui de la culture et celui de l'éducation, sont accusés successivement de corruption et de négligence. Bref, Dbeibah remet sa casquette de chef du gouvernement après une courte expérience comme candidat à la présidentielle, une parenthèse très vite refermée, dénotant d'un opportunisme politique très révélateur de la situation critique qu'il a lui-même dénoncée. Et s'il a cédé pour la candidature à la présidentielle, il semble en revanche au moins disposé à lâcher le siège de Premier ministre dont le mandat a déjà expiré.
Le Soudan en proie à des protestations depuis le 25 octobre dernier contre les mesures prises par le général Al-Burhan. La journée de jeudi a une nouvelle fois été marquée par de violents heurts entre manifestants et police locale. Au dernier bilan, 4 personnes ont été tuées parmi les manifestants. Les milliers de Soudanais qui ont pris d'assaut les rues de la capitale Khartoum ont réclamé un retour au pouvoir civil. Mohamed Amin Aberkan. C'est une nouvelle journée sanglante au Soudan. Jeudi, 4 civils ont été tués et 297 autres ont été blessés selon un dernier bilan établi par les autorités suite aux heurts qui ont opposé Soudanais aux services de sécurité. Selon un syndicat de médecins pro-démocratie, les 4 manifestants ont été tués par balle à Durman, la banlieue nord-ouest de Khartoum, reliée à la capitale par un pont. Pour ce nouvel acte de revendication, ils étaient des milliers à descendre dans les rues de Khartoum, Durman et dans d'autres villes du pays. Bravant grenades lacrymogènes, coupures de communication et verrouillage de la capitale, les protestataires ont demandé un retour immédiat à un pouvoir civil. Pour rappel, les autorités avaient barré dès mercredi soir les ponts reliant la capitale à ses banlieues, tandis que jeudi, les forces de sécurité, policiers, militaires et des forces de soutien rapide avaient installé des caméras sur les principaux axes de Khartoum. Englué dans une inflation à plus de 300%, le Soudan n'a toujours pas trouvé une issue politique à sa crise, condition sine qua non à la reprise de l'aide internationale vitale pour ce pays. Quant au Premier ministre Abdallah Hamdouk, il laisse toujours planer le doute d'une possible démission. La presse locale assure, elle, que le Premier ministre n'apparaît que rarement à son bureau. Au Mali, les assises nationales de la refondation ont pris fin jeudi à Bamako. Parmi les 534 recommandations, les participants ont plaidé pour une prorogation de la transition de 6 mois à 5 ans. D'autres recommandations sont liées à la réduction du nombre de partis politiques, à l'élaboration d'une nouvelle constitution ou encore à la création d'un organe unique de gestion des élections. En Éthiopie, des dizaines de civils ont été tués la semaine dernière au cours de frappes aériennes dans la région en guerre du Tigré, dans le nord du pays, a annoncé jeudi l'agence de l'ONU pour les affaires humanitaires. Des frappes aériennes effectuées entre le 19 et 24 décembre ont provoqué des pertes civiles massives avec des dizaines de personnes qui auraient été tuées, ce qui en fait la série d'attaques aériennes la plus intense et les plus lourdes pertes signalées depuis octobre, a déclaré le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Santé, Covid-19, nouveau cas confirmé de Covid-19. Excusez-moi. Plutôt, c'est 390 nouveaux cas confirmés de Covid-19, 237 guérisons et 8 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, selon le bilan du ministère de la Santé. Par ailleurs, l'Institut Pasteur a annoncé la détection de 12 nouveaux cas du variant Omicron. Il s'agit de 6 citoyens algériens ayant été en contact avec des cas confirmés précédemment dans le pays, de 2 ressortissants algériens de retour de France et de 4 étrangers, dont un venu du Royaume-Uni et 3 autres de Mauritanie, ce qui porte le total de cas d'Omicron en Algérie à 16. Et la Mauritanie a annoncé hier soir, par le biais de son ministre de la Santé, la détection de 14 premiers cas du variant Omicron. Le ministre a expliqué que les autorités de son pays ont décidé de restaurer les mesures de précaution, notamment en empêchant les rassemblements afin d'éviter la propagation du nouveau variant. Et premier cas également recensé au Niger, le séquençage des cas par le Centre de recherche médicale et sanitaire a permis de détecter un cas du variant Omicron chez un voyageur, a indiqué le communiqué publié à l'issue d'un conseil des ministres. Et flambée des cas de contamination en Côte d'Ivoire, 1578 cas recensés en 24 heures, un record depuis le début de la pandémie justement. La Côte d'Ivoire qui compte donc 68 146 cas confirmés, dont 712 décès à la date du 30 décembre 2021.
L'Europe frappée de plein fouet par le nombre record de contaminations. C'est le Danemark qui détient le taux d'incidence le plus élevé d'Europe. Le pays a dépassé pour la première fois les 100 000 contaminations en une seule semaine. Un habitant sur 60 a été testé positif lors des 7 derniers jours. En Grèce et en Espagne, on frôle les 100 000 contaminations par jour, tandis qu'au Royaume-Uni et en Italie, c'est la pénurie de tests antigéniques. À quelques heures des fêtes du Nouvel An, les populations se sont ruées ces derniers jours sur les centres de dépistage, occasionnant un manque considérable. Et pour finir avec le dossier santé, c'est aujourd'hui qu'entrent en vigueur les nouvelles mesures sanitaires concernant les réunions des fêtes au Québec. Au Canada, ces nouvelles restrictions interviennent au moment où des contaminations records dues à la propagation fulgurante du variant Omicron sont recensées. Les détails avec Amalam Zienzitouni. 14 180 nouveaux cas en 24 heures, 9 décès et 135 hospitalisations supplémentaires. C'est le bilan enregistré jeudi au Québec. Les habitants de cette région francophone du pays sont désormais appelés à ne pas quitter leur résidence pour des raisons non essentielles de 22h à 5h du matin, et ce, à compter de vendredi soir. Les policiers seront à l'afflux et pourraient demander aux citoyens de justifier leur déplacement durant les heures du couvre-feu. Ceux pris en faute seront passibles d'amende de 1 000 à 6 000 $ canadiens. Les regroupements dans les domiciles privés sont désormais limités à 6. Cette règle s'applique également aux tablés des restaurants de la province à compter de dimanche. Seule exception aux nouvelles règles sanitaires, les réceptions de mariage et les funérailles où sont autorisées au plus 25 personnes. Le gouvernement suggère aux Québécois âgés de 60 ans et plus de rester à la maison le plus souvent possible. Le retour en classe en présentiel dans les écoles et universités est repoussé au 17 janvier. Les cours pourront toutefois recommencer à la date prévue à distance. Le port du masque, le lavage des mains et la distanciation sociale à 2 mètres sont également encouragés. Devant la flambée épidémique attribuée au variant Omicron, d'autres mesures pour freiner la propagation de la nouvelle souche ne sont pas à exclure. Les Québécois célébrant la nouvelle année d'une façon bien différente de celle qu'ils espéraient. Et les deux chefs d'État, Vladimir Poutine et Joe Biden, ont eu un entretien téléphonique de 50 minutes au cours duquel les deux dirigeants sont revenus bien évidemment sur le dossier ukrainien et les récentes tensions avec l'Occident. Ami Tota. Pour la deuxième fois en un mois, le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine se sont entretenus par téléphone au sujet des récentes tensions entre Moscou et Washington suite au déploiement des forces russes près de la frontière ukrainienne, ainsi que les relations tendues avec l'alliance OTAN. Lors de l'entretien téléphonique, le chef d'État russe a estimé que d'éventuelles sanctions occidentales à l'encontre de la Russie seraient une erreur colossale. De son côté, la Maison-Blanche souligne que le président américain répondrait de façon résolue à toute opération militaire russe en Ukraine. Pour le Kremlin, l'élargissement de l'OTAN à l'est de l'Europe constituerait une menace existentielle pour la Russie et auquel le président russe n'a pas manqué d'exiger des garanties de sécurité. Toutefois, cet échange qui a duré 50 minutes prépare la prochaine étape de rencontre entre les deux parties le 10 janvier prochain à Genève. Une rencontre qui sera suivie 2 jours plus tard d'une réunion entre la Russie et l'OTAN et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, un organisme dont fait partie les États-Unis. Des migrants et des policiers se sont affrontés à Calais, dans le nord de la France, lors de l'évacuation d'un campement. Résultat, 15 policiers et plusieurs migrants blessés. Les CRS auraient poursuivi les migrants jusqu'à la sortie du périmètre, ordonnant aux agents de nettoyage de tout saisir, d'où la colère des migrants. Des affrontements ont alors éclaté. Ils auraient duré environ 1 heure. Aux Émirats arabes unis, la nouvelle semaine de travail entre en vigueur à partir de ce samedi 1er janvier. Le week-end passe ainsi de vendredi samedi à vendredi midi dimanche. Officiellement, cette mesure ne s'applique qu'au secteur public, mais le ministre émirien des Ressources humaines, Abdulrahman Al-Awar, avait incité les entreprises privées à suivre le mouvement.
Alors que les négociations sur le nucléaire iranien semblent enfin sortir de l'impasse, Téhéran a procédé jeudi au lancement d'une fusée. L'Iran a annoncé à la télévision avoir procédé avec succès au décollage de Simorgh, un lanceur de satellite qui devait envoyer 3 appareils de recherche dans l'espace. Les objectifs de recherche prévus pour ce lancement ont été atteints selon Ahmed Hussein, le porte-parole de l'unité spatiale du ministère iranien de la Défense. Et aux États-Unis, l'État du Colorado en proie aux flammes. Près de 600 maisons ont été détruites par les incendies. Des dizaines de milliers de personnes ont été forcées d'évacuer et les incendies ne sont toujours pas maîtrisés, poussés par des vents violents atteignant les 180 km/h et une sécheresse record. Et le chef suprême des talibans, le Mollah Abidullah Akhundzadah, a ordonné à ses troupes de ne pas punir les fonctionnaires de l'ancien gouvernement afghan, selon des propos rapportés sur Twitter par un porte-parole des talibans. Respectez mon amnistie et ne punissez pas les employés du précédent régime pour leurs crimes du passé, a-t-il déclaré mercredi soir à Kandahar. Ces déclarations interviennent après une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux dans laquelle on voit un ancien officier de l'armée être passé à tabac dans une cellule par 2 combattants talibans. L'Organisation mondiale de la propreté intellectuelle a publié son indice mondial de l'innovation 2021 qui a évalué les niveaux d'innovation dans 126 économies selon plus de 80 critères allant de l'analyse des infrastructures du capital humain et matériel aux publications scientifiques et les avancées technologiques réalisées. Retour sur les principaux points de ce rapport avec Iman Merat. L'édition 2021 du Global Innovation Index, érigée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, a présenté le dernier classement mondial de l'innovation de 132 économies en s'appuyant sur 180 indicateurs différents, tout en suivant les tendances mondiales les plus récentes en matière d'innovation dans le nouveau Global Innovation Tracker et en mettant en lumière les forces et les faiblesses de l'innovation et les disparités particulières selon ces indicateurs. Cette 14e édition se concentre principalement sur l'impact de la pandémie du Covid-19 sur l'innovation. Le rapport est d'ailleurs intitulé « Tracking Innovation Through the COVID-19 Crisis ». Dans de nombreuses régions du monde, les pouvoirs publics et les entreprises ont multiplié leurs placements dans l'innovation face aux dommages humains et économiques engendrés par la pandémie du Covid-19. L'indice mondial de l'innovation 2021 a mis en lumière la prise de conscience croissante de l'importance des innovations pour venir à bout de la pandémie et assurer la croissance économique une fois celle-ci terminée. L'indice mondial de l'innovation de cette année a démontré que malgré les effets considérables de la pandémie du Covid-19 sur les conditions de vie et les moyens de subsistance, beaucoup de secteurs ont remarquablement bien résisté, en particulier ceux qui ont misé sur la digitalisation, la technologie et l'innovation, comme l'affirme le directeur général de l'OMPI, Darren Tang. Alors que le monde entier cherche à se relever de la pandémie, nous savons que l'innovation est indispensable pour surmonter les difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés et construire un avenir meilleur. L'indice mondial de l'innovation est un outil exceptionnel pour aider les responsables politiques et les entreprises à concevoir des plans de nature à nous permettre de ressortir plus fort de la pandémie. La Suisse, la Suède, les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni se maintiennent en haut du classement de l'innovation. Ils sont dans le top 5. La République de Corée fait cette année son entrée parmi les 5 premières économies d'innovation. Cependant, 4 autres économies asiatiques, à savoir Singapour, la Chine, le Japon et Hong Kong, intègrent les premiers rangs. Voilà, c'est la fin de ce 13h. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, ne manquez pas la météo présentée par Amal Zian Zitouni. Vous retrouverez Fatma Mehni pour la dernière édition en langue française de l'année. Je vous souhaite une excellente année 2022. Restez fidèles à L24 News. À demain.